Voilà, on va essayer de commencer à l'heure, c'est à peu près ça. Sinon, on va finir pas à l'heure non plus. Hein. Donc, bon, les informations, j'ai pas beaucoup d'informations cette fois-ci. C'est fini en 99%, 99% la mise en sachet des semences. Il y a peut-être encore l'un ou l'autre petit paquet qui n'est pas fait, peut-être 3, 4, et il y aura peut-être encore des arrivages, mais bon, pour l'instant, le gros du travail, c'est fini. S'il y a des gens qui veulent et qui ont le temps, il nous manquera des petits sachets, d'un format à peu près comme ça. Parce qu'on en a utilisé des centaines et des centaines ici au printemps, et le stock est fini. Donc voilà, ça c'est une possibilité. Celui qui s'ennuie ou qui a envie de rendre service, ce serait bienvenu. Aussi, il faut vraiment savoir comment il faut faire. Il faudra peut-être une fois passé ici, je pense qu'on l'a déjà montré, hein, c'est pas très compliqué en fait. Voilà, cours de greffe, le samedi 22 mars, il faut être ici à 13h30. Logiquement, le cours, c'est peut-être à 14h, mais je sais que parfois il commence avant l'heure. Mais c'est aussi pour passer d'abord à Annie ou à Monique, je ne sais pas qui est-ce qui va être là, pour dire si on souhaite avoir des porte-greffes et des arbres greffés en partant. Parce que nous, on a un nombre limité, et à ce moment-là, quand tout le monde est passé et dit j'en voudrais un ou deux ou trois, on sait calculer jusque combien on peut en donner aux gens, maximum. Hein. Ça ne sert à rien que nous, on reste avec, et qu'il y a des gens qui avaient envie d'en avoir plus. Voilà. Il faut compter que ça sera 2 ou 3 certainement, mais peut-être plus. Et à la fin de séance alors, parce qu'il y a toujours des gens qui viennent parce qu'ils veulent apprendre, mais qui n'ont pas nécessairement besoin tout de suite. Donc si on compte le nombre de gens, on n'a aucune idée. En principe aussi, il faut être membre pour participer. En tout cas pour acheter, si ce n'est que pour regarder. Moi, je ferai ça. Peut-être que tout le monde ne va pas faire ça, mais on verra. Donc, je refais un énième appel aux bénévoles. Donc, comme dans toutes les associations, les bénévoles deviennent rares. Nous, on a encore de la chance, on a déjà pas mal de gens, mais il y a encore pas mal de choses qui peuvent être faites. Et c'est dans un peu tous les domaines. Hein. C'est aussi bien avec Monique éventuellement apprendre un petit peu pour les achats, etc. Ça peut être aussi encoder les nouveaux membres et les membres qui ont renouvelé. Ça peut être ici recevoir les gens, un petit peu expliquer comment ça marche pour les semences. Celui qui est déjà un peu plus à l'aise peut éventuellement aller avec des gens au jardin et un peu expliquer aux visiteurs. Il y a aussi Michel, Christophe et maintenant il y a Maria aussi et tout ça qui travaillent dans le jardin. Donc là aussi on a besoin d'un petit peu de coup de main. Ça serait le bienvenu. Et il faudra bien un jour aussi nous remplacer. On n'est pas éternel non plus. Voilà, donc appel aux bénévoles, celui qui a envie de s'engager un petit peu, quand même sérieusement. Hein, c'est bien pour les jeunes. Hein. C'est pour les jeunes, mais pour les plus âgés aussi. Hein. Il y en a qui s'ennuient chez eux, c'est un peu bête. Quoi. Et ici, on est en compagnie, on fait des amis, on est en relation, parfois des pensionnés qui n'ont pas beaucoup de choses à côté. Ça peut être intéressant de se retrouver avec des gens, un peu à la fois qui deviennent des amis et un petit peu élargir son monde. C'est un peu ça le but de Gilbert et Josine aussi, hein. C'était la rencontre des gens. C'était pas faire du jardin, c'était l'excuse pour attirer les gens. Hein. Et dans cet esprit-là, on essaye quand même de continuer aussi, de bien recevoir tout le monde si c'est possible. Quand c'est vraiment un très soyeux, bon, mais bon, très soyeux, ça n'existe pas. On dit parfois, oh, il est encore là, mais bon, c'est pas grave, c'est pour ça qu'on est là aussi, quoi. Voilà, et on essaye de vous aider.
Je vais déjà passer la main à Michel, mais je reviens après, hein, ne vous inquiétez pas, je ne m'enfuis pas. C'est pas que je vais t'en prime time, hein, mais... Non mais bon, le mois passé, on avait un peu zappé sur la façon de semer. Et bon, je crois qu'on ne peut plus passer à côté. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tout jardinier, c'est important de savoir. Et surtout les techniques pour hâter les cultures. Et c'est un peu ça qu'on va un peu reprendre, mais c'est des choses qui ont peut-être déjà été dites, mais il y a beaucoup de choses qui sont venues s'ajouter et des techniques nouvelles qui n'existaient pas il y a 10 ans et qui viennent devant nos yeux. Ben voilà, autant les utiliser que les ignorer. C'est pas... ça ne serait pas intelligent de dire bon, je reste dans les vieux machins. Ben non, il faut s'adapter. Alors, donc le semis en container, j'ai donné ça comme titre, mais en container c'est le mot large du terme, donc c'est des semis en récipient si on veut, hors sol mais avec un substrat hein, malgré tout, c'est pas d'hydroponie, c'est vraiment, mais c'est pas semé par exemple au jardin, pas encore parce que c'est trop tôt. Enfin, pour beaucoup de choses, c'est trop tôt. Alors, l'avantage, bon, le semis en milieu protégé, on appelle milieu protégé, ça peut être à l'intérieur, ça peut être en serre, en véranda, bon, peu importe. C'est pas en plein air, donc semi-protégé, en général, c'est pour hâter les cultures. Pourquoi? Parce qu'on vit quand même dans une région septentrionale qui est... Bon, par rapport à, par exemple, au sud de la France, ils peuvent commencer beaucoup plus tôt à semer en pleine terre. Nous, non. Alors, forcément, notre temps de culture se réduit, puisque on a peut-être, par exemple, un mois de retard. Pour commencer, ce n'est pas une raison pour ne pas commencer certaines cultures. Alors, souvent, maintenant, on sème en intérieur, et après c'est pour repiquer plus tard, soit en pleine terre, mais aussi pour certaines plantes, par exemple, ils vont les en serre ou en couche, donc en fonction, donc une fois que la météo s'améliore, donc voilà, donc c'est pour commencer plus tôt. Alors, quand est-ce qu'on peut le faire? Cette technique, elle a souvent été utilisée en début de saison uniquement. Donc la raison principale, c'était hâter, comme je viens de le dire. Mais on peut, et ça convient, on peut faire ça tout le long de l'année. Et surtout pour les petits jardins. Et ça, on va un peu expliquer ça. Quand on a un petit jardin, voilà, on peut commencer à semer des choses hors sol et les placer au jardin au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Bon, container, j'ai donné ce mot container, c'est quoi? Voilà, ça peut être, je sais pas, par exemple, j'ai pris plein de bazar avec. Voilà, par exemple ça, c'est des terrines, des containers étanches. Bon, on va expliquer ça après. Ça peut être des godets de tailles différentes. Voilà, voilà. Et maintenant, depuis quelques années, on parle beaucoup des plaques alvéolées. Donc ici, c'est des plaques alvéolées qu'on voit ici, mais que j'ai coupées. Voilà, donc ça, c'est une technique qui est venue s'ajouter aux techniques d'avant. Disons qu'il y a longtemps que les professionnels les utilisent, mais ce n'était pas trop accessible ou dans une matière très fragile et qui cassait très vite. Souvent, c'était des machins comme ça, là. En plastique souple. Alors, et après, quelques années, après 4-5 ans, ça devient cassant. Il faut presque jeter.
Tandis que ça, c'est des matières beaucoup plus résistantes, donc qui sont destinées aux professionnels aussi. Hein. Donc, voilà, je vais un peu expliquer tout ça. Alors, c'est quoi les avantages de faire ces semis comme ça en conteneur? Ben, déjà, une première chose, c'est une économie de semences. Parce que lorsqu'on sème comme ça dans des godets, on utilise beaucoup moins de semences. Donc il y a déjà moins qui est perdu aussi par les limaces et tout ça. Bon, on a un meilleur contrôle. Et alors, autre chose, c'est que le semis se fait dans de bonnes conditions. Donc à l'intérieur ou sous serre en fonction de... Et en fait, c'est un peu... On réalise une nurserie à côté du jardin. Donc c'est en plus du jardin. Mais ce qui est important aussi, c'est pas que pour les plantes, c'est pour nous. Ouais. Quand il fait froid, quand il y a... On n'a parfois pas trop envie de commencer. Et, ouais. On peut faire ça à l'intérieur quelque part. Oui, et alors on étale un peu son travail parce que si on doit attendre que les conditions soient bonnes, bah après il faut y donner un coup, et après on a un coup de rein, et voilà, après c'est... Hein, on le paye. Donc comme ça on peut déjà commencer tout doucement à reprendre goût, à semer, à faire, à tripoter, voilà, on est à l'abri, c'est bien. Alors, donc l'avantage aussi c'est que quand on sème comme ça en godet ou en pot, voilà, lorsqu'on va repiquer les plantes, on choisit les plus belles. Donc celles qui sont un peu filées ou faibles, on ne les repique pas, ben voilà. Donc il y a une sélection qui se fait à ce niveau-là. Alors on repique aussi à bonne distance directement. Donc surtout en permaculture, pas forcément semer sur place, mais voilà, on dit tiens, une salade ça prend telle place, ben, je vais mettre là. En attendant, je peux pas mettre autre chose, la salade va partir, donc le reste va pousser. Voilà, on peut un peu mieux combiner et mettre à la bonne distance ces plantes. Alors, si par exemple les conditions ne sont pas très bonnes, ben voilà, on peut garder ces plantules en attente et sans stress. C'est-à-dire que tant qu'on les alimente en eau, et voilà. Donc elles continuent à pousser, même s'il fait mauvais dehors, voilà, on n'a pas perdu de temps. Alors, oui, dans le jardin, parfois, bon, surtout quand on est amateur de beaucoup de choses, on remplit beaucoup de jardins et parfois il n'y a pas de place pour repiquer. Donc parfois lorsqu'on enlève une paire d'affaires, ben voilà, on peut remettre, nos plantes sont en attente, ben voilà, on peut remplacer au fur et à mesure. Donc c'est pas forcément une culture, voilà, on enlève et puis on met, ben non, comme ça on peut compléter au fur et à mesure son jardin et en fait le jardin est toujours rempli comme ça. Alors on le repique dans de bonnes conditions, quand il fait bon, quand on a la place. Et alors on a un meilleur roulement dans le jardin. Parce que souvent lorsqu'on sème des choses sur place, prenons, on sème des laitues dans le jardin, ben, au début ça met du temps à lever, puis ça pousse lentement, et entre-temps ça occupe du terrain sur le jardin. On dit que si on fait ça à l'intérieur, donc ça pousse dans de meilleures conditions, et puis on vient repiquer la plante quand elle est déjà bien grandie, ben, à ce moment-là, elle continue sa croissance, donc elle va rester moins longtemps au jardin, donc on va occuper le terrain moins longtemps, donc forcément, on va pouvoir peut-être mettre une ou deux cultures en plus sur la même surface, sur le laps de temps de l'année, par exemple. Donc ça permet d'avoir beaucoup plus de cultures sur la même surface. Alors c'est aussi facile de pouvoir faire des associations de cultures. Bon, on dit tiens, telle plante c'est bon avec telle plante, bah, c'est un peu compliqué de venir semer une petite touffe là de ci, une petite touffe là de là, et sans savoir s'ils vont pousser, tandis que si vous avez vos plantes à l'avance, à l'intérieur, ben voilà, vous pouvez faire les associations, les serrer plus ou moins en fonction de ce que vous voulez. Donc c'est tout avantage
Donc quand on veut faire des associations, c'est vraiment un atout supplémentaire. Alors c'est une meilleure gestion aussi au niveau des adventices. Donc avant de repiquer par exemple les plantes, eh ben, on peut très bien nettoyer l'endroit où on va repiquer. On vient mettre la plante qui sera déjà un peu plus grande, va pousser, ben, les adventices auront pris du retard, donc la plante aura pris d'avance, donc ça veut dire qu'on sera moins embêté avec les mauvaises herbes. Alors les plantes qui sont mises à l'intérieur poussent dans de meilleures conditions. Il y a parfois moins de ravageurs, on parle de limaces, ça peut être des chenilles aussi. Donc tout ça, lorsque c'est en milieu protégé, ben voilà, on est un peu écarté de tout ça, on est un peu à l'abri. Donc pendant ce temps-là, ben, la plante elle a poussé, elle sera peut-être moins sensible aussi à certaines maladies. Donc les maladies parfois peuvent aussi être causées par de mauvaises conditions climatiques. Donc voilà, s'il fait mauvais et bon, on a semé, ben voilà, c'est trop tard, ben voilà, c'est foutu, il faut recommencer. Tandis que comme ça, ben, on peut facilement postposer les repiquages et faire dans de bonnes conditions. Alors aussi pour certaines plantes qui ont besoin des conditions spécifiques, par exemple une terre, par exemple acide, ben voilà, on n'est pas obligé que tout son jardin soit par exemple plus acide, on crée ce milieu-là, par exemple avec l'injonction de tourbe, donc pour des plantes qui ont besoin de l'acidité, ben voilà, ça permet de démarrer ces cultures dans les conditions que la plante demande. Alors il y a certaines plantes qui gagnent à être repiquées. Donc je vais prendre l'exemple, et on l'a déjà dit souvent, par exemple le persil, lorsqu'on le sème sur place, il est plus vite malade, il devient jaune, tout ça. Soit parce qu'il y a la mouche, il y a peut-être pas des très bonnes conditions, la plante est en... voilà, le persil qui a été semé par exemple en godet, par exemple ici, qu'on repique, et après on repique en pleine terre, eh ben, vous allez avoir une belle touffe de persil, vous le repiquez à distance, donc elle va venir plus belle aussi. Voilà, il y a certaines plantes qui aiment bien ça, bon, le chou, par exemple, aime bien d'être piqué aussi, donc ça ne le dérange pas du tout, le poireau non plus. Voilà, il y a certaines plantes voilà, qui sont vraiment qui gagnent à être repiquées plutôt que semées sur place. Et il y en a d'autres qu'on ne peut pas repiquer à racine nue aussi. Oui. Oui. Donc, et là, ben, mais ça je vais en reparler après. Et là aussi, on peut semer en godet et voilà, et repiquer telle qu'elle la note sans mettre les racines à nu. Alors au niveau du substrat, bon, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Ben, en général, bon, un terreau universel le plus simple possible, même sans engrais, c'est ça qui convient le mieux. Mais qui est très difficile à trouver maintenant. Ouais, souvent, ouais. Et je me demande si c'est pas le fait que maintenant il y a quand même beaucoup de terreaux qui sont en base de tourbe, on rajoute d'autres choses, hein, et que la tourbe est quand même plus pauvre que les vrais terreaux qu'on faisait avant, je pense. Alors, du coup, ils font une petite injonction d'engrais, mais c'est vraiment minime. Hein. Je ne sais pas, c'est quoi, 1 ou 2%? Oui, mais le prix n'est pas minime. Non, forcément, bon. Alors on dit, bah ouais, la plante, elle n'a rien besoin pendant un mois. Mais avec le terreau universel non plus, hein, parce que, en fait, dans la graine, la plante, elle a tout ce qu'il faut pour pousser pendant un mois. À part l'eau, on peut ajouter, mais autrement, il ne faut rien ajouter comme engrais. Ça, c'est que faire du tort d'ailleurs. Donc, bon, certains vont dire, ben, et la terre de jardin ne peut pas être utilisée. Eh ben, pas pour cet usage-là, parce que la terre de jardin, souvent, bon, elle va se compacter, va se... Donc le mélange va rester souple pour que les semis poussent bien. Et en plus, dans la terre, il y a souvent des champignons microscopiques qui vont se développer à l'intérieur. Donc dehors, les températures sont plus basses, ils restent au repos. Mais dès que vous importez cette terre à l'intérieur, ben voilà, les champignons en meilleures conditions, elles poussent aussi. Et elles peuvent attaquer le semis.
Et des œufs de limaces et tout ça que vous ramenez à Oui, l'intérieur. des larves d'insectes et tout ça, tout ça. Donc, la terre de jardin n'est pas vraiment adaptée à ça. Le compost maison, donc celui qui est en fin de décomposition, donc qui est à l'état de terreau, qui est plus ou moins stable. Souvent, il n'est plus très riche non plus parce que voilà, il est à son stade final. Donc ça peut servir aussi, mais je vais quand même dire qu'il y a un risque quand même d'avoir des germes pathogènes dans ce compost. Moi, je ne l'emploierais pas. Non, moi non plus. Ben, moi je dirais pour les petits semis, non. Du jardin, ça oui. Il y a parfois des choses qui peuvent être, bon, pour les graines plus grosses, qui sont moins sensibles. On peut par exemple mettre, par exemple un godet, ben, on remplit la moitié avec des composts maison et après on met du terreau, du bon terreau au-dessus. Ouais, je vais expliquer pourquoi. Le terreau, en principe, il est aseptisé, il est passé en autoclave. Et alors, plus ou moins, on a un an de garantie qu'il n'y a pas de champignons qui créent la fonte du semis. Donc, on a un substrat sain pendant plus ou moins un an. Il reste à l'abri, il ne faut pas le laisser à la pluie parce que là, les sacs, parce que les sacs de terreau, il y a plus ou moins des trous dedans pour l'aération. L'humidité peut rentrer aussi. Si vous mettez à plat vos sacs là sur votre terrasse et qu'il pleut dessus, ben, le premier sac il va se gorger d'eau aussi. Donc voilà, il faut garder ça en bonnes conditions. Alors certains jardiniers utilisent quand même le compost maison et ils rajoutent un tiers de tourbe pour le rendre plus acide. Donc ça permet, pour éviter que les champignons ne s'y développent. Mais là, je dirais encore, c'est peut-être mieux pour garder ça pour les plus grosses graines. Donc les grosses graines, c'est quoi? C'est par exemple le pois, le haricot, les courges, le maïs. Ça, c'est des plus grosses graines. Voilà. Ça supporte un terreau un peu moins aseptisé. Alors, dans des terreaux, il y a aussi certains ajouts qui sont faits. Bon, dans le terreau qu'on a acheté ici au mois de novembre, là, ben, voilà, il peut y avoir du sable. Souvent, c'est pour faciliter le drainage. Donc, souvent, dans le terreau de semis, en fait, on vend le terreau de semis beaucoup plus cher, on ajoute du sable, alors qu'on pourrait très bien utiliser un terreau universel et rajouter son sable soi-même. On aura le même résultat, pour beaucoup moins cher. Parfois, on ajoute aussi de la perlite. C'est un peu une roche très friable, et elle aide à mieux stocker l'humidité dans le mélange. Lorsqu'on va arroser, ces grains de perlite vont absorber et retenir de l'eau aussi. Il y en a souvent dans le terreau de semis. Oui, oui. Donc celui qu'on a eu là, c'est le terreau de semis, ben, voilà, il y a de la perlite dedans. Et alors, bon, par exemple, on peut aussi ajouter de la tourbe, comme j'avais dit. Ben, là, c'est parfois pour acidifier un milieu, pour une plante spécifique. Et ça aide aussi à stocker davantage de l'eau, parce que la tourbe, ça peut absorber jusqu'à 6 à 7 fois son volume en eau. Donc, voilà, donc ça permet de voir moins arroser. Moi, j'hésiterais quand même à rajouter de la tourbe. C'est épuisable, c'est souvent déjà à base de tourbe dans les sacs. Oui, c'est ça. Et le pH est souvent à peu près à 6, donc c'est déjà légèrement acide. Et si on utilise son propre compost, oui, ben, voilà, là, en ajoutant ça, on a une petite garantie que le milieu est plus acide. Donc voilà, c'est un peu ces usages-là. Ben, on dit souvent, enfin tu le répètes souvent, Ignace, que la tourbe, mais il faut savoir que, regardez un peu sur votre sac de terreau, souvent il est marqué à base de tourbe blonde et brune. Donc on ne sait pas y échapper. Hein, donc, Ce qu'il y a dans celui qu'on a acheté aussi, c'est de la poudre de lave. Et la poudre de lave contient beaucoup d'éléments qu'on n'aura pas autrement. Donc des oligo-éléments et toutes sortes de choses.
Donc ça c'est aussi un peu d'où le prix est un peu plus élevé. Malgré que celui de semis ici était moins cher que le terreau abîmé, mais horticole. Donc c'était pour professionnels déjà. Hein. Donc c'est pas le premier tout venant. Mais alors, c'était quoi Oui. Tu as des questions? Souvent dans les terreaux qu'on trouve dans les magasins, il y a la sphaigne, des choses qui font filandreuses, et ça gêne pour les semis. Ouais. C'est difficile de trouver un terreau très fin. J'en parlerai un peu plus Moi loin. je ne suis pas d'accord avec vous. Ah, j'ai pas Non, pratiqué. ça peut être un avantage, mais quand il y en a de trop dedans, Ouais. ben souvent c'est un terreau de moindre qualité, de piètre qualité. Donc, et c'est ça que, voilà, pour par exemple couvrir le semis, ça ne va pas bien parce que ça laisse des vides. Il faut le tamiser, hein. Moi, c'est ce Ouais. que je fais. Je vais expliquer tout ça. Ouais, non, mais maintenant, parfois, enfin, à l'époque, on trouvait des sacs à 2-3 euros, enfin, il y a déjà quelques années de ça. Ben alors on dit, ouais, comment ça se fait? Moi j'en achète à 8 euros et plus maintenant. Maintenant c'est 12 à 15 euros, en fonction du volume. Mais alors, ben, quand on ouvre le sac et qu'on regarde, ben, c'est presque tout des bouts de sphaigne, des filaments. Ben, pour du rempotage, ça peut aller, hein, mais pour le semis, ouais, c'est pas... C'est souvent des fibres aussi avec De des coco. déchets verts qui broient et qui décomposent. Et des fibres de la coco matière, aussi. Et C'est de beaucoup la fibre. coco et de tout ça. Mais disons que l'avantage d'avoir des fibres, c'est que après, quand on dépop par exemple les alvéolés, ça tient ensemble. Ça tient Voilà. bien. Quand c'est tout de la poudre, ben vous tirez et tout, il s'ébouille. Quelques fibres, c'est bien parce que ça tient le truc ensemble, en plus des racines de la plante. Mais c'est pas un inconvénient. Le tout, c'est parfois pour couvrir le semis, ça c'est un peu plus Quand il y a trop, il y a trop. problématique. Hein, Et c'est- ça, je vais expliquer comment on peut éliminer cet inconvénient.